Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les Indo-Européens. C'est un programme ambitieux. Je le dis d'emblée, je vais m'adresser plutôt à un public de lycéens ou d'étudiants. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, notamment en termes de linguistique ou de génétique, qui sont de toute façon des domaines dans lesquels je n'excelle pas. Donc je vais rester sur quelques généralités, sachant que il existe plusieurs théories, plusieurs hypothèses, plusieurs écoles de pensée par rapport aux Indo-Européens, qu'on va parfois contracter en IE, sachant également que dans les programmes du lycée, notamment en seconde, c'est vraiment très sommairement évoqué quand on fait les origines de la Grèce antique. Alors moi j'ai pris l'habitude quand même de commencer toujours le programme de seconde par un petit topo quand même sur les Indo-Européens, qui sont un petit peu le parent pauvre, on dira, de l'histoire, de la proto-histoire. Et donc je vais revenir à travers des documents, en tout cas la plupart libres de droit ou dont les sources sont stipulées, sur la grande question, qui sont les Indo-Européens. Alors, d'emblée, il faut quand même prévenir que parfois ça a été repris par, on va dire, des pseudo-scientifiques, notamment au XIXe siècle, et que les Indo-Européens, en fait, ont inspiré l'idée d'une race supérieure qui serait les Aryens. Donc, on retrouve évidemment dans le pan-germanisme et puis ensuite dans le nazisme. Donc c'est pour ça que c'est un sujet, on va dire, un peu casse-gueule, et assez polémique, sachant, bon, je vais pas revenir forcément sur toutes les thèses critiques, mais enfin voilà, il y a quelques archéologues français, plutôt contestés d'ailleurs, mais enfin qui sont là carrément à dire que les Indo-Européens n'existent pas, ou que les langues indo-européennes n'existent pas. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les théories hyper critiques, parce que en clair, l'intuition des Indo-Européens, qui est assez ancienne, qui date de la Renaissance, a été, pour ainsi dire, validée par la génétique, et elle l'est également par la linguistique. Donc ils sont bien des sciences. Là, on parle pas de la mythologie ou mythologie comparée, mais on parle bien de sciences dures, pour ainsi dire. Alors, pour faire court et clair, on remarque d'emblée, en fait, par rapport aux langues, donc les langues, soit les langues antiques ou les langues contemporaines, qu'il y a énormément de points communs entre la plupart des langues européennes, on verra les exceptions plus tard, des points communs donc dans la syntaxe, le vocabulaire, la grammaire, les déclinaisons. Je donnerai des exemples plus tard quand on parlera des langues, mais plus précisément, mais enfin voilà, il y a énormément de termes, pour faire clair, qui se ressemblent beaucoup dans les langues, même très anciennes. Et en fait, les savants de la Renaissance, donc au XVIe siècle, quand on a commencé un petit peu à sortir de l'Europe, du moins pour les Européens, ont remarqué une troublante ressemblance entre le latin et le sanskrit, qui est donc la langue sacrée des Indiens, d'Inde, bien sûr, alors qu'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Donc, c'était très frappant. Voilà, c'est les mêmes déclinaisons, des syntaxes qui se ressemblent énormément. Alors, évidemment, ça saute pas aux yeux, parce que ce sont pas les mêmes alphabets, évidemment. L'alphabet sanskrit n'est pas l'alphabet latin, mais une fois qu'on a retranscrit le sanskrit, par exemple, en alphabet latin, la ressemblance syntaxicale ou grammaticale est on ne peut plus frappante. Donc la grande idée, c'était de savoir, on va dire, le tronc commun de ces langues. Et qui dit langue dit peuple. Alors, à partir du 19e siècle, la linguistique a progressé, et donc on a pu un petit peu remonter l'arborescence des langues. Et ensuite, au 19e siècle, des scientifiques ou des pseudo-scientifiques racialistes ou racistes ont émis des hypothèses comme quoi il y aurait une race, on dirait supérieure, qui aurait supplanté les peuples de la préhistoire, du moins en Europe, et imposé leur culture et leur langue, et ils les ont appelés les Aryens. Et plus tard, évidemment, ce sera repris par les idéologues nazis. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précaution. Et c'est pour ça que parfois en France,
on a des scrupules à parler de ça, alors que c'est quand même un thème très important, si ce n'est fascinant. Ceci est dit. Alors, revenons aux faits. Parce que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis quelques années, en gros les années 2000-2010, jusqu'à nos jours, il y a eu des découvertes génétiques, ou en tout cas des études en paléogénétique, qui ont confirmé des migrations très anciennes qui ont commencé vers 3000 avant notre ère. Qui ont commencé, on le voit sur la carte, depuis les steppes d'Ukraine et de Russie actuelle, ce qu'on appelle aussi la steppe pontique. Le pont Euxin, en fait, c'est le nom que donnaient les Grecs à la mer Noire. Donc le terme est resté quand on parle des steppes pontiques, c'est les grandes plaines d'Ukraine et de Russie actuelle. Donc on est là au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Et donc c'est intéressant parce que voilà, on a longtemps supposé qu'il y aurait eu un peuple, on dira, qui a migré en Europe et qui a amené différentes choses, on les verra tout de suite, mais en tout cas ça a été confirmé par la génétique, par en clair des analyses d'ossements. Et il s'avère, alors je vous ai parlé d'histoire d'allogroupe, bon ça me dépasse un peu parfois, mais en tout cas cette culture, ces hommes préhistoriques on dira, sont appelés les Yamna, alors parfois Yamnaya ou Yamna, ce qui en fait signifie en russe une fosse, parce qu'ils enterraient leurs morts dans des tombes en fosse. Et il faut être bien clair qu'à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas d'alphabet, ils n'écrivaient pas. Donc on ne connaissait pas leur nom. Donc c'est pour ça qu'on leur donne un nom un peu générique. Et donc ces Yamna, comme on le voit ici sur le document, possédaient, on dirait, un net avantage en termes technologiques. D'abord, avec leurs voisins, donc la culture Botaï, ils ont domestiqué le cheval. Ils possèdent également des chars à roues, donc tirés par des chevaux, donc c'est une arme de guerre, et également, donc de manière plus générale, la roue. Donc ce qui va leur donner, évidemment, une avancée technologique considérable sur les peuples voisins. Sachant que là, on est à la période donc de l'âge du bronze. Donc la métallurgie à l'époque, elle est essentiellement autour du bronze. Je parle pour évidemment l'armement. Bon, pour les bijoux, il y avait déjà le travail de l'or. Il y avait déjà un peu de travail du fer. D'ailleurs, il s'avère que c'était souvent du fer venu de météorites, parce qu'il était plus facile à traiter, il était plus pur. Parce que la métallurgie du fer est plus complexe. Il faut des fours à très haute température, puis il faut séparer l'oxygène du fer. Donc bref, les hommes de l'époque ne maîtrisaient pas suffisamment les technologies, mais enfin en tout cas il y avait quelques armes en fer, on en a même retrouvé dans les tombes de pharaons, mais il s'avère d'après études récentes que ce fer provenait de restes de météorites. Enfin bref, donc en tout cas on est en plein âge du bronze. Donc à l'époque il existe bien sûr déjà des communautés préhistoriques en Europe, c'est évident. On dira c'est un peu les descendants de l'homme de Cro-Magnon, donc l'Homo sapiens, mais ils vont être supplantés par vagues successives par un peuple qu'on peut considérer comme un peuple expansionniste, si ce n'est guerrier, et qui va s'étendre, on va dire, avec deux grandes branches, l'un vers l'Inde et l'un vers l'Europe occidentale. C'est pour ça qu'on les appelle les Indo-Européens. Alors, on le voit aussi à travers des sites archéologiques qui pratiquaient des rituels de sacrifice humain. Et ce qu'on peut voir sur cette carte-là, c'est intéressant parce que c'est des migrations confirmées par des analyses d'ADN. Et on a même remarqué là aussi très récemment qu'en fait, il y a un moment où seuls les hommes Yamna ont donné leur patrimoine génétique aux femmes. C'est-à-dire, en clair, on peut supposer que les Yamna ont évincé, soit éliminé, soit mis de côté, leurs congénères masculins des autres peuples, et que eux ont pu s'accoupler avec les femelles. En clair, ou les femmes, pardon. En clair, tous les Européens, on dira, descendent plus ou moins des mâles alpha Yamna. C'est prouvé par la génétique depuis peu. Donc c'est quand même des découvertes pour moi considérables et qui mériteraient peut-être davantage de publicité. Alors, il y a d'autres hypothèses aussi sur l'origine, donc on va dire, de ce peuple
qu'on peut appeler proto-indo-européens, en tout cas donc le peuple qui serait le tronc commun, hein, on va dire, des peuples indo-européens. Il y aurait une hypothèse en Anatolie. Alors après, il y avait une hypothèse germanique, donc évidemment en Europe du Nord, qui est là celle plutôt donc des Allemands racialistes du 19e siècle, ainsi que des nazis. Alors après, il y a des hypothèses assez délirantes, hein, c'est des hommes du pôle Nord, des hyperboréens, enfin bref, je vais pas rentrer dans les thèses plus ou moins fumeuses, on va partir du postulat, hein, bon, qui est peut-être pas sûr à 100%, mais enfin voilà, que ce sont les Yamna, on va dire, qui sont à l'origine des peuples, en tout cas des langues indo-européennes. Donc voilà pour ce premier document. Donc si on a bien compris, hein, pour résumer, à partir de 3000 avant notre ère, les Yamna, hein, qui sont en gros en place hein, depuis, on va dire en gros pour arrondir 5000 avant Jésus-Christ, ils vont commencer à migrer en vagues successives. Donc ce sont vraiment des migrations très lentes, hein, ça se fait sur des millénaires. Et donc grâce à leurs avancées technologiques, ils vont pouvoir supplanter, et on l'a bien vu là à propos de la génétique, hein, ils vont se mêler avec les populations locales. C'est pour ça qu'on a quand même une forte diversité du pool génétique en Europe, en tout cas en termes de tout bêtement d'apparence. Un germain ne ressemblera pas à un latin, même s'il y a des origines communes. Bon. Alors, pour revenir à l'expansion des indo-européens, alors c'est le meilleur document que j'ai pu trouver, bon, ça tombe bien, il y a le copyright, donc personne ne m'en voudra. Bon, alors d'emblée, les dates en moins, ça fait un peu tiquer. Bon, on est censé mettre avant notre ère, mais bon, ou avant Jésus-Christ, mais bon, c'est peut-être un peu fastidieux, donc bref, on va pas chipoter. Donc en tout cas, on part de l'hypothèse des steppes pontiques, comme on l'a vu, et les branches vont se diviser en plusieurs branches. Donc d'emblée, je vais commencer par la branche qui va aller en Asie, avec peut-être un des peuples qu'on connaît le moins, on va dire les Tochariens, mais en clair, les Tochariens sont allés si loin qu'on a trouvé des tombes de guerriers blonds, en gros, on dirait des Celtes, en Chine actuelle. C'est assez fascinant. Donc les Tochariens sont allés jusque le Sichuan, hein, si je dis pas de bêtises, en Chine. Ensuite, alors, peuple évidemment beaucoup plus connu, il y a eu les Perses, avec leurs voisins, les Mèdes. Hein, ces deux grands peuples iraniens. Il y a eu aussi un autre peuple, alors qui n'est pas là, mais ce sont les Scythes. Ça aurait été pas mal qu'ils mettent les Scythes, donc qui sont les Iraniens, on va dire, des steppes. Donc on a bien compris, hein, j'insiste, hein, les Perses et donc les Mèdes, donc les Iraniens actuels, appartiennent, en tout cas en termes linguistiques, à la grande famille des Indo-Européens. J'insiste et je reviendrai là-dessus. Alors, autre vague de la même époque, hein, vers moins 2000, on a les fameux Ariens. Alors, Arien voudrait dire en langue indo-européenne les excellents, les meilleurs. Et d'ailleurs, on retrouve le terme d'Arien, hein, c'est la même racine que Iran. Alors, évidemment, le mot Arien a ensuite été repris par les nazis, hein, ça on l'a bien compris. Mais les Ariens, c'est un vrai peuple hein, d'indo-européens qui a dominé l'Inde et poussé vers le sud, hein, ce qu'on appelle les Dravidiens, c'est-à-dire en gros, hein, pour faire court, les Indiens à peau sombre, hein, tandis que les Indiens à peau claire seraient restés plus au nord. Sachant qu'on l'a dit, hein, la langue sacrée des Indiens et puis de l'hindouisme, hein, c'est le sanskrit, hein, c'est une langue morte hein, évidemment maintenant en Inde, mais enfin c'est un peu l'équivalent de leur latin, est une langue qui ressemble donc énormément au latin, hein, justement. Donc voilà pour la vague, on va dire, asiatique. Alors ensuite, il y a les Hittites, hein, qui se sont établis en Turquie actuelle. Hein. Ils étaient très avancés dans la métallurgie du fer. Ils ont mené des guerres d'ailleurs à l'époque contre les pharaons d'Égypte. Et ensuite, peut-être un petit peu plus connu de nous, on a tous les peuples, pas tous, mais enfin une grande partie des peuples européens. Donc on a les Slaves hein, qui vont donc donner les Russes, les Polonais, les Tchèques et d'autres. On a les Baltes hein, qui vont donner les Lettoniens, les Estoniens et les Lituaniens. On a aussi les Albanais. On a aussi les Grecs qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs peuples. On aura les Achéens, les Ioniens, les Doriens, les Éoliens. Et on a aussi les peuples, alors lui il a mis latin, mais bon, on appellera italiques ou italiotes, avec principalement les latins qui ont donné les Romains. Bon, on a d'autres peuples aussi comme les Sabins. Alors, évidemment, c'est les latins les plus connus. On a les Celtes également, donc on appelle aussi les Gaulois, qui sont subdivisés en tribus et en plusieurs branches.
qui vont aller d'ailleurs jusqu'en Grande-Bretagne actuelle, hein, bien sûr, jusqu'en Écosse et en Irlande, et on a les Germains qui vont aussi donner les peuples scandinaves. Donc voilà les grandes familles indo-européennes qui elles-mêmes sont divisées en sous-familles, en sous-branches. Je mets de côté les peuples sémitiques, donc les ancêtres, on dira, des Hébreux, des Arabes ou des peuples à l'époque, on disait, enfin les Phéniciens. Voilà, je mets de côté la grande famille sémitique, j'en parlerai peut-être une autre fois. Ils étaient déjà établis en Mésopotamie ainsi que, on dirait, en Palestine, Israël actuel. Bon, voilà pour les Sémites. Donc voilà pour ce document. Alors pour la suite, on va revenir vite fait sur les langues. Alors là, on voit les grandes familles, parce que par exemple, je prends au hasard, par exemple dans la famille qui descend du latin, on a l'italien, on a le français, on a l'espagnol, le portugais, etc. Donc là, en fait, c'est les grandes familles linguistiques. On y reviendra après, ce sera peut-être plus clair. Mais ce document est intéressant parce que justement, c'est en comparant des mots assez banals qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des ressemblances très troublantes. Alors là, c'est le mot père. Vous voyez, en français, le mot père. Alors, vous me direz, c'est assez logique, il va se dire de la même façon en latin, parce que le français vient du latin en grande partie, pater, ça on imagine bien. Mais là où c'est quand même plus fascinant, c'est qu'il va se dire quasiment de la même façon en Iran, ou même en Inde. Alors je connais pas tous les exemples en tête, mais voilà, les mots les plus banals que les hommes préhistoriques déjà employaient, le ciel, la terre, le père, la mère, la maison, l'arbre, l'enfant, enfin voilà, se ressemblent énormément. Les racines sont communes, ça saute aux yeux. Alors c'est ça qui est assez fascinant parce que justement les linguistes, ont fait comme ça tout un corpus de mots. On a essayé de reconstituer un petit peu tous les mots et ils ont, alors je le dis d'emblée, mais essayé de reconstituer la langue d'origine. Et alors c'est là où il y a plusieurs théories, c'est là où on peut peut-être un peu critiquer parce que il n'y aurait pas forcément eu une seule langue d'origine. C'est là où il faut être clair, parce qu'on parle du proto-indo-européen, mais bon là c'est pas très très clair, mais bon, certains supposent qu'il y avait une langue d'origine qui a ensuite donné plusieurs autres langues, et d'autres considèrent que c'est des langues qui étaient proches, qui étaient parlées par des peuples proches, mais il n'y avait pas une langue unique. Bon bref, ceci est dit. Alors c'est ça qui est assez intéressant parce que en remontant à l'origine des mots, en tout cas en identifiant les points communs, ils ont réussi à imaginer l'écosystème, on dirait le paysage des Indo-Européens. En clair, il y avait des exemples qui m'avaient frappé, mais par exemple l'arbre, le bouleau, le bouleau c'est un arbre typique d'Europe, se dit partout de la même façon, que ce soit en fin fond de la Perse ou en Irlande. Ce qui prouve que les premiers Indo-Européens, ou prouverait que les premiers Indo-Européens avaient des bouleaux dans leur environnement. Donc ils étaient plutôt, on dira, dans un environnement forestier des plaines d'Europe. Vous voyez, en clair, le mot palmier, par exemple, n'est pas le même partout en Europe. Vous voyez, on a réussi à reconstituer pareil. J'avais vu aussi avec le castor, l'animal, le castor, ça se dit avec des mots très très proches dans toutes ces langues-là. Ce qui veut dire qu'ils avaient un environnement plutôt, on dira d'Europe centrale ou d'Europe du Nord. Grâce aux arbres, j'ai pas toute la liste, mais vous voyez les chênes, les hêtres, etc. Donc plutôt des arbres d'Europe du Nord. Pareil, le castor, c'est pas en Europe du Sud. Donc c'est comme ça que ça a justement renforcé l'idée qu'il venait des steppes d'Europe centrale, parce que voilà, tout l'environnement, les arbres, les animaux, a rappelé plutôt l'écosystème de ces régions-là, ce qui est tout de même assez fascinant. Alors je vais pas faire toute la liste, mais enfin voilà, on aurait pu aussi faire la même chose avec la mère, dans le sens la maman. Par contre, c'est assez intéressant parce que le mot mer, justement, dans le sens la mer maritime, la mer dans laquelle on a les poissons, se dit pas de la même façon. Exemple, chez les latins, on dira mare, chez les grecs, on dira thalassa, ce qui prouve justement que les Indo-Européens n'étaient pas des marins, et qu'ils ont emprunté en fait le mot. Parfois ils ont gardé le mot, mais parfois ils ont emprunté le mot que parlaient les populations locales. En clair, le mot marée, ce serait le mot d'origine, mais par exemple le mot thalassa, qui n'a rien à voir, qui ressemble pas du tout, serait un emprunt, on va dire, des Indo-Européens qui sont arrivés en Grèce, un emprunt au peuple qui existait déjà. Bon, là on rentre un petit peu dans les subtilités, mais là aussi ça prouverait justement qu'ils ne vivaient pas dans un environnement marin. S'ils vivaient dans un environnement marin, ils auraient le même mot, ils auraient imposé leur mot partout.
Bon, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà pour ces ressemblances linguistiques. Donc là, pour terminer, on est dans une carte, on va dire, actuelle. C'est-à-dire là, c'est les grandes familles linguistiques actuelles. Alors, d'emblée, on peut le dire très clairement, c'est-à-dire que tout ce qui est en gris, ce ne sont pas des langues indo-européennes. Donc, bon, évidemment, hors Europe, Afrique ou pays sémitiques, dans le monde arabe ou en Asie centrale, on imagine bien. Alors, que c'est pas indo-européen. Après, là où c'est un peu plus subtil, c'est qu'il y a certains peuples européens actuels dont la langue n'est pas indo-européenne, c'est-à-dire que c'est d'autres racines. Alors d'emblée, on va parler du finno-ougriens, donc en gros le finlandais, hein, on appelle ça le finnois, qui est en fait une langue qui émane de Sibérie, enfin d'Oural, en gros centre de la Russie. Alors on le voit pas ici, mais le basque aussi. Hein, le basque ne ressemble pas du tout à l'espagnol ou au français. C'est une langue en fait préhistorique, très très ancienne. Certains considèrent que c'est la plus ancienne langue d'Europe. Donc elle est parlée sans discontinuité depuis des dizaines de milliers d'années. Donc là aussi il y a plusieurs théories sur l'origine du basque, mais en tout cas le basque, il y a plein de X, de K partout. Enfin voilà, ça ne ressemble pas du tout aux langues européennes ou indo-européennes. Donc voilà, pour le reste, hein, on le voit clairement. Hein, les grandes familles, bon, par exemple les langues germaniques, hein, on va avoir l'allemand, le flamand, le danois, l'anglais, le norvégien, le suédois, etc. Hein, voilà, évidemment, les langues latines, on les connaît aussi. Donc ça, c'est très très clair. Toutes ces langues, alors évidemment, c'est des familles différentes. Hein, évidemment, l'espagnol ne ressemble pas à l'allemand, ça c'est clair. Mais il y a quand même énormément de points communs dans le vocabulaire. Ça, c'est clair. Donc, j'avais parlé aussi des langues iraniennes, hein, comme le farsi, qui est donc on va dire la langue des Iraniens actuelle, hein, et également les langues indiennes, hein, dont le sanskrit, qui est la langue ancienne des Indiens, hein, qui maintenant, voilà, on va parler de l'indien moderne, hein, mais qui vient du sanskrit. Sachant qu'il y a d'autres langues aussi, on l'a vu, d'autres peuples aussi qui sont pas indo-européens en Inde. Donc voilà pour les grandes familles linguistiques. Alors on le voit à travers cet arbre-là, il faut vraiment garder en tête l'idée d'un arbre. Donc voilà, on aurait les langues indo-européennes, alors là c'est au pluriel, parce que voilà, certains disent qu'il y a une seule langue unique. Bon, c'est pas prouvé, on va plutôt parler de langues indo-européennes, ou en tout cas de peuples proches, qui parlent des langues très très proches, et qui ensuite, au gré des migrations, eh bien, se diffusent en plusieurs branches. Alors on voit par exemple que les langues helléniques, bon, n'a donné que le grec, bon c'est quand même pas rien. Après voilà, regardez les langues latines, elles se diffusent en différentes branches. Là, l'arbre finno-ougriens, donc vous voyez là, où j'avais parlé du finnois en Finlande, l'estonien donc en Estonie, le lapon, donc là on est au nord de la Finlande, hein, et le hongrois également. Ça j'avais pas cité, c'est un oubli. Enfin, j'avais dit les finno-ougriens tout à l'heure, mais bon les hongrois, le hongrois hein, actuel en fait descendent de peuples qui viennent d'Oural. Hein, et en gros au Moyen-Âge, hein, et ont amené une langue qui vient d'Asie, qui n'est pas une langue indo-européenne. Donc le hongrois, par exemple, très compliqué à déchiffrer, à comprendre comme ça d'instinct. Hein. Vous lisez le hongrois, vous ne comprendrez même pas un seul mot. Voilà pour cette arborescence, hein, voilà, donc qui est assez claire, assez complète, avec les grandes familles, hein, voilà, langue germanique, latine, celte, slave et hellénique, sachant que le gaulois, par exemple, à l'époque, donc je l'ai pas dit, mais ne s'écrivait pas. C'est là un petit peu la petite complication, c'est que certaines langues indo-européennes, donc dans l'Antiquité, ne s'écrivaient pas. Il n'y avait pas d'alphabet. Il n'y avait pas d'alphabet gaulois. Mais bon, ensuite, ils ont utilisé un alphabet, on va dire, hérité du latin, hein, pour faire un alphabet celtique. Hein, mais au départ, bon, il n'y avait pas d'alphabet gaulois. Hein. Bon, faut le savoir. Petite parenthèse. Alors, à voir également, c'est l'occasion de terminer là-dessus, à quoi ressemblaient les Indo-Européens. Alors c'est une question assez épineuse, parce que là aussi, il faut voilà, mettre beaucoup de précautions dès qu'on parle un peu de race, entre guillemets, parce qu'il y a eu le mythe, évidemment, de l'Arien blond aux yeux bleus. Alors, cette très belle photo, cette très belle jeune fille, hein, en fait, elle vient du Pakistan. Alors c'est un peuple qu'on appelle les Kalash, qui est au nord du Pakistan. Donc, vous voyez le Pakistan, vous vous situez. Hein. Vous voyez, en clair, il y a des populations blondes aux yeux bleus au Pakistan. Bon, alors certains considèrent que c'est peut-être un peuple qui serait descendant des Grecs, hein, parce qu'Alexandre le Grand a conquis une partie du Pakistan actuel. Enfin bref, donc en tout cas, cette photo est parfois reprise, alors à tort ou à raison, mais bon, dans des publications même sérieuses pour dire, en gros, à quoi pouvait ressembler un Indo-Européen de l'Antiquité, parce que on a retrouvé beaucoup dans les mythes anciens l'idée de blondeur.
évidemment qui a été repris à mauvais escient par les nazis ou autres racistes. Parce que voilà, c'était des peuples qui avaient la peau plus claire. Ils venaient, on l'a dit, plutôt de Russie, d'Ukraine, donc un climat plus froid, donc leur peau n'avait pas besoin de s'adapter au soleil. Donc en clair, ils avaient une peau plus claire, des cheveux plus clairs également, peut-être des yeux bleus, tout en ayant les yeux bridés. Vous voyez, c'est ça qui est assez fascinant chez cette jeune fille, c'est qu'elle a des traits asiatiques et en même temps des traits indo-européens. Donc c'est pour ça que parfois elle illustre ce qu'aurait pu être ces premiers peuples proto-indo-européens qui, je le dirais en conclusion, mais on pourrait développer aussi très longtemps, parce que j'ai surtout parlé des langues, mais ont aussi amené, donc on l'a dit, des cultures guerrières, le cheval, la maîtrise du bronze et puis du fer, la roue. C'était aussi des peuples très hiérarchisés, ce qu'on appellera les fonctions tripartites, avec ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, ce qui donnera plus tard la société d'ordre qu'on retrouve en France notamment jusqu'à la Révolution française, n'est-ce pas? Donc voilà, ils avaient des sociétés très guerrières, on dirait très patriarcales, très hiérarchisées, qui exaltaient le héros. Donc voilà, on retrouve énormément de mythes, de points communs également. Je vais pas trop développer, mais on va avoir des points communs entre des mythes celtiques, des mythes grecs ou des mythes indiens. Voilà, on retrouve des héros qui se ressemblent beaucoup, que ce soit des dieux, des divinités, ils ont des attributs en commun, ne serait-ce que par exemple Zeus chez les Grecs, ou son équivalent hindou, avec par exemple l'éclair, ce sont des dieux du ciel, voilà, avec on distingue les dieux du ciel et de la terre, etc. Donc bref, là aussi il y aurait beaucoup à dire, je connais moins sur cet aspect-là, mais voilà, beaucoup d'historiens, de chercheurs ont écrit là-dessus, c'est assez fascinant, mais en comparant les mythes. Donc voilà, ça on aurait pu aussi le développer, je l'ai pas fait là parce que c'était peut-être un petit peu plus abstrait, et assez poétique aussi à la fois, c'est de comparer tous ces mythes. Donc voilà pour ce cours sur les Indo-Européens. Bon, j'ai essayé de faire à peu près clair, voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à bientôt.